Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vais vous demander aux conseillers municipaux de rejoindre leur place. Peut-être tout le monde était assis. Et puis, nous allons procéder, enfin, je vais procéder à l'appel. Alors, Monique Baudry, absente, a donné un pouvoir à M. Berdol. Myriam Beaujeau, elle est absente. Je pense qu'elle vient plus tard. Charles Berdol. Delphine Bézia est absente, a donné un pouvoir à Mme Légeron. Michel Biret. Hervé Boisjol. Martine Bonnet. Stéphane Bouillot. Marie-Christine Boutin. Gilbert Brianceau. Dominique Chartier. Adrien Dombal, absent, a donné un pouvoir à M. Augbon. Thierry Drouin est absent. Gino Fillon est absent et a donné un pouvoir à Mme Gaillard. Hugues Fourage. Leslie Gaillard. Présente. Bernard Garon. Hubert Gingue. Ludovic Augbon. Présent. Jean-Michel Dallaire, présent. Ghislaine Légeron. Jean-Paul Macor. Ariel Meumetot, absente, a donné un pouvoir à M. Boisjol. Pierre-André Mettet. Philippe Mignet. Annette Moreton. Michel Naudet. Jean-Pierre Pétorin est absent, a donné un pouvoir à M. Biret. Claudine Plaire est absente. Elle a donné un pouvoir À toi. à moi. À Mme Moreton, Annette. Christelle Roussillon, présente. Christelle Trudeau. Sébastien Verdon est absent, m'a donné un pouvoir. Et Isabelle Villemot est absente, n'a pas donné de pouvoir. Voilà. Bon, nous allons commencer par la désignation d'un secrétaire de séance. Alors, il vous est proposé comme secrétaire de séance aujourd'hui, compte tenu du tableau, c'était donc Madame Villemot. Et comme elle est absente, je propose que ce soit Monsieur Pierre-André Mettet. Vous acceptez ? Très bien, merci. Oui. Excusez-moi, Monsieur le maire. J'ai envie de réagir parce que ça fait peut-être 2 ans maintenant que cette Madame Villemot, notre collègue, ne vient pas. Et je ne comprends pas qu'on tolère ça. Le cas s'est déjà produit pour une autre personne. Oui, ben, oui, effectivement. Donc, oui, ça c'est également. Il faut que j'envoie un courrier, bien sûr, à Madame Villemot pour lui demander soit d'assister aux conseils municipaux, soit de démissionner. Vous voyez que je respecte l'opposition. Pardon ? La majorité, Oui. quand vous aurez le nombre de personnes présentes ce soir, vous pouvez imaginer que le quorum n'est atteint qu'avec l'opposition. Donc, effectivement, vous avez plutôt intérêt à respecter l'opposition ce soir, sinon il n'y a pas de conseil municipal. Non, mais je n'ai pas dit le contraire. On parle pas de. Je vois pas du tout le. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'attaque. On n'a jamais manqué de respect à l'opposition. Moi, j'ai jamais. De respect, on parle pas C'est Madame Chartier qui soulève cette difficulté. La marmotte. J'imagine quand. Oui. C'est quoi la marmotte? Ah, le niveau est pas mal. Hein. Allez. Alors, donc le procès-verbal du 14 mai 2019 vous a été transmis. Donc je vais vous demander éventuellement de l'approuver. On a 2 procès-verbaux en retard. Ils sont en voie d'achèvement. Non, mais je vous le dis. Pardon. Oui. Justement, à ce sujet, en relisant le PV, et puisque ce PV arrive 4 mois après, je n'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle entre certains postes surchargés et d'autres services qui ont eu la création d'un poste de cadre A avec quelques charges en moins.
Voilà, c'était sur le PV. On en a parlé longuement lors de ce conseil municipal de mai. Lors de ce conseil municipal, Monsieur le maire, vous vous étiez engagé à nous communiquer l'arrêté qui vous donne la possibilité de modifier les tarifs. Hein, ça a été oublié. Ah bon? Oui. Oui. De toute façon, c'est une décision du conseil municipal, Jacques. Oui, non, mais c'est que vous étiez engagé, vous aviez Ouais, mais dit. vous l'avez de toute façon. Comment ça, non? Ah si, vous l'avez dans les rapports. Mais ceci dit, on va le transmettre. Merci. Donc, par ailleurs, donc, on a voté cette fois-là une subvention de 25 000 € à Agropolis, et le projet social ne nous a pas été communiqué, ni le justificatif de l'emploi de la subvention. On devait nous envoyer, on avait parlé du projet social, et donc en tout cas moi ça m'intéresserait beaucoup de connaître ce projet social d'Agropolis. Oui, mais écoutez, dès qu'il nous sera adressé, on vous le transmettra. Parce que nous ne l'avons pas, nous non plus. Ah bon? Depuis vous l'avez toujours pas? Non. C'est un peu dommage, oui. Et on a accepté une subvention au vu du projet social. Je ne pense pas que ce soit lié, mais... Si quand même, normalement. Donc on a accepté une subvention au vu du projet social qu'on n'a pas. Voilà. Et par rapport donc, à ce conseil qu'on a parlé, il y avait un point sur le budget supplémentaire, et M. Biré nous avait dit qu'un chantier allait être ouvert concernant l'augmentation de 180 000 € des fluides, puisqu'il n'y avait que 75 000 € qui avaient pu être justifiés. Donc nous souhaiterions connaître les résultats de ce travail qui doivent justifier aux Fontenaisiens ces 100 000 € de dépenses supplémentaires dans le domaine des fluides. Oui. Je maintiens ce que j'ai dit, Madame Chartier. Le chantier va être ouvert. Le directeur général est en train d'explorer plusieurs pistes qui ont été improductives et travaille toujours pour savoir à qui nous allons confier cette mission, puisqu'en interne, nous n'avons pas de spécialiste des fluides. La question n'est pas oubliée, madame, mais ce sera un chantier de longue haleine, je vous l'avais dit. Et donc, c'est un bilan, là, c'est cette année, c'est pas un chantier permanent. Je crois qu'on doit pouvoir nous justifier d'où viennent ces 100 000 € supplémentaires, quand même. Je vous avais expliqué quelle était l'importance du chantier. Je vous le redis, il s'agit d'aller faire un diagnostic de tous les bâtiments pour connaître les consommations d'eau, d'électricité, de gaz sur l'ensemble du patrimoine de la ville, et également tous les points de livraison d'eau, parce que nous avons des livraisons d'eau sur les espaces verts un peu partout. Donc il y a un énorme chantier à ouvrir, ça va durer plusieurs mois, je vous l'avais déjà dit, je le redis, mais ce chantier, nous allons l'ouvrir, on aurait pu attendre très facilement le prochain mandat et confier aux prochains élus le soin de le faire, mais on s'est engagé, madame, je répète, nous nous sommes engagés à engager ce chantier, nous y travaillons. Et dès qu'il y aura du nouveau, je ne manquerai pas de vous en faire part. Ça fait déjà 4 mois, Monsieur Biré, hein, et même plus. Paris, c'est pas fait dans une seule journée non plus, madame. Et monsieur le maire, on n'a pas adopté le règlement intérieur, le procès-verbal de manière formelle. Hein. Vous avez raison. Vous avez Eh raison. oui. Alors, y a-t-il des observations, hormis celle de Madame Chartier? Pardon. Distraction. Non. Bon, alors, sous réserve qu'on vous adresse donc le barème de tarification et puis le projet du foyer des Trois Portes. Alors, donc, on va le porter à vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, sous ces réserves-là, donc il est adopté. Merci. Donc, Monsieur Biré, s'il vous plaît. Oui, merci Monsieur le maire. Vous vous souvenez que l'année dernière, nous avons décidé du transfert de compétences à la communauté de communes des centres de loisirs et de l'espace junior. Donc cette compétence est désormais exercée par la communauté depuis le 1er janvier 2019 et il s'agit de concrétiser la mise à disposition des biens immobiliers et mobiliers
qui sont utilisés pour ces deux activités et de transférer ça à la communauté dans les conditions fixées par le Code général des collectivités territoriales. Donc, des conventions de mise à disposition ont été préparées. Vous en avez les textes en annexe de cette délibération. Donc, il vous est demandé d'approuver ces conventions à intervenir avec la communauté de communes et d'autoriser Monsieur le maire à signer ces documents. Oui, monsieur le maire. Lors de la commission enfants-jeunesse, on nous a présenté des données financières et madame Plaire a évoqué une économie suite à ce transfert de compétences. Nous avions demandé que ces chiffres puissent apparaître, alors soit dans le compte-rendu de la commission, nous n'avons pas reçu le compte-rendu, mais aussi dans le dossier du conseil, et ces données n'apparaissent pas. Donc, monsieur le maire, qu'en est-il? Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur ces chiffres? Merci. Tout simplement, c'est que la décision définitive par la communauté de communes n'est pas prise. La communauté a étudié plusieurs hypothèses de répercussions sur les attributions de compensation en direction de chacune des communes. C'était un peu plus compliqué que prévu apparemment pour la communauté de communes d'arriver à mettre tout ça en musique. Une première proposition avait été faite au printemps, elle n'a pas été acceptée. Deux autres propositions ont été formulées en réunion décentralisée début juillet. Les communes ont été consultées. Pour ce qui concerne la ville, elle a donné un avis favorable à deux des hypothèses présentées. Et nous attendons désormais que la communauté de communes ait fini de consulter l'ensemble des communes et nous fasse part de la position qu'elle prendra. Pour ce qui concerne la ville de Fontenay, je peux vous dire que les engagements qui ont été pris par le président de la communauté, souvenez-vous, l'année dernière, avant le conseil de transfert de compétences, à savoir que les sommes dues par les communes seraient calculées en fonction des résultats moyens des 3 derniers exercices et au prorata du nombre d'élèves de l'exercice 2017. Ceci est respecté pour ce qui concerne la ville de Fontenay. Donc nous n'avons pas de raison, nous, de nous opposer aux propositions qui sont faites. Lors de la commission, on nous avance des chiffres et donc une économie. Donc ces chiffres ne sont pas là. Deux chiffres pour la ville de Fontenay, un qui correspond à 161 000 € à peu près, l'autre à 163 000. D'après nos calculs à nous, nous étions aux alentours de 162 000. Donc une proposition ou l'autre correspond aux engagements qui avaient été pris, sachant qu'effectivement notre déficit sur ces deux structures était plutôt de l'ordre de 185 000. Donc il y a bien un gain de l'ordre de 20 000 € à peu près, qui correspond à ce que la commune de Fontenay payait au profit des enfants qui ne sont pas domiciliés dans la commune. C'est bon, donc nous allons passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc merci beaucoup. Rapport suivant. Alors, le rapport suivant concerne le programme local de l'habitat, PLH, 2020-2025, avis sur le projet. Donc, Madame Moreton, s'il vous plaît. Oui, alors, le programme local de l'habitat, donc appelé PLH, est un document stratégique de programmation qui inclut l'ensemble de la politique locale de l'habitat, c'est-à-dire aussi bien le parc public que privé, la gestion du parc existant et les constructions nouvelles, et aussi pour les populations spécifiques. L'élaboration d'un PLH est obligatoire pour la communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée, du fait de sa compétence en matière d'habitat, mais également de sa population qui est de plus de 30 000 habitants et qui comprend au moins une commune de plus de 10 000 habitants. Outre les besoins en logement, le PLH doit répondre aux besoins en hébergement et favoriser la mixité sociale et le renouvellement urbain. Il doit être doté d'un dispositif d'observation de l'habitat sur son territoire afin de pouvoir suivre les effets des politiques mises en œuvre. À partir d'un diagnostic de la situation existante, le PLH définit les objectifs à atteindre,
notamment l'offre nouvelle de logements et de places d'hébergement, en assurant une répartition équilibrée et diversifiée sur les territoires. Ce nouveau PLH permet d'affirmer la stratégie communautaire à mener sur les 6 prochaines années en matière d'habitat, participant ainsi activement à l'attractivité des communes et plus particulièrement de leur centre-ville. La communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée a décidé d'engager la procédure d'élaboration du nouveau PLH par délibération du Conseil communautaire du 13 février 2017. Donc, il est proposé au Conseil municipal de donner un avis favorable sur le projet du PLH 2020-2025. Y a-t-il des observations sur ce rapport? Des questionnements? Donc 3,7 millions de 2020 à 2025. Tant mieux. De nombreuses questions cependant, d'autant que nous n'avons jamais été invités aux commissions ou tables rondes sur le sujet. Le diagnostic fait apparaître un essoufflement du dynamisme démographique, ce que nous savons tous. Diminution des jeunes ménages de 7,2% de 2010 à 2015, diminution des jeunes de 15 à 29 ans de 6,49% sur la même période et augmentation des plus de 60 ans, plus 13%. Diminution totale de la population, 0,3%. Et paradoxalement, les actions sont prévues sur la base d'une augmentation de population de plus 0,3%. On prévoit 720 logements en plus sur la communauté de communes, dont 324 sur Fontenay, à peu près 50 par an. Alors que dans le document, sur le diagnostic, il est noté en grand titre une dynamique plombée par la forte hausse de vacances. En effet, Fontenay a un taux de vacances de 16%, soit 1200 logements, ce qui ne s'explique pas uniquement par des problèmes de vétusté. Nous sommes dans un marché du logement détendu. Pourquoi créer 324 logements? Pourquoi la plupart de nos enfants ne sont-ils pas restés sur Fontenay? Nous savons bien que la première cause est la perte des emplois industriels, avec toutes ses conséquences, dans tous les domaines. Dans le marché immobilier qualifié de détendu par l'étude, pourquoi faire des prévisions sur les années à venir sur une augmentation de la population de 0,3%, ce qui ne correspond pas à la réalité, sinon au souhait. Ce n'est pas l'augmentation des logements qui va créer une dynamique démographique, mais cette augmentation au rythme prévu va augmenter le nombre de vacances avec toutes ses conséquences. Nous notons bien sûr les actions en direction des logements vacants, de la valorisation de l'habitat ancien, très important sur la ville, l'aide pour l'amélioration thermique des bâtiments, la lutte contre le logement indigne, la densification, l'adaptation des logements au handicap physique. Ce plan s'adresse à l'ensemble de la population, sachant que le niveau de revenu est inférieur au niveau départemental, relativement bas. 14% contre 10% sous le seuil de la pauvreté. 326 allocataires du RSA de Fontenay-le-Comte en 2016 et de moins en moins de demandes au Fonds de solidarité et logement pour les aides liées aux charges du logement. Ce n'est pas parce qu'il y a moins de personnes à aider, comme il est écrit, mais celles-ci ne peuvent pas se renouveler, au moins dans un certain délai, même si la situation de précarité demeure. Le budget prévu par le PLH de 7 000 € pour le Fonds solidarité et logement, pour les cautions, le premier loyer et les aides pour les charges, ce montant est à mettre en perspective avec 653 allocataires sur la communauté de communes du RSA. C'est donc bien faible. Ça représente à peu près 10 € par allocataire et bien moins par personne, puisque un allocataire, c'est une famille. Ainsi, les jeunes sans ressources, sans famille, ne peuvent accéder au logement et les actions sur l'information envisagées par le PLH n'auront pas d'impact pour eux. C'est ainsi qu'Emmaüs se trouve débordé par ce type de demande et bien d'autres. Une association de type 100 pour 1 va se créer pour essayer de répondre aux besoins de ces personnes, car le droit au logement est un droit fondamental. 100 personnes qui donnent au minimum 5 € par mois pour accompagner une ou des familles. Donc 3,7 millions de 2020 à 2025. J'ai constaté beaucoup d'ingénierie, animation, programmation, planification et études. Une augmentation des moyens humains du service est prévue avec une compétence urbanisme. 100 000 € pour une aide à la sortie d'actions complexes,
pourquoi cotisons-nous à certaines sociétés d'économie mixte qui ont cette compétence? Sur les 3,5 millions, quel est le montant des aides directes pour les habitants de Fontenay? Et quelles conséquences d'un plan démesuré de construction de 324 logements avec 1200 logements vacants? Plusieurs choses, Madame Chartier. D'abord, ce PLH a été présenté par les techniciens de la communauté de communes à la dernière commission urbanisme, à laquelle vous n'étiez pas présente. Non, je ne suis jamais invitée à aucune commission, madame. Ah bah si, la commission urbanisme, moi, je l'ai déjà vue. Ah oui, non, je rentrais... À la ville. Excusez-moi, je rentrais effectivement de Pologne. Je ne manque jamais les commissions, ça a été l'exception. Bon. D'un autre côté, vous avez quand même en annexe toutes les réponses aux questions que vous venez de poser. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, vous parlez de 325 logements supplémentaires. C'est un maximum. La commune de Fontenay-le-Comte n'est pas obligée de faire 325 logements. Le montant de les objectifs, ce sont des objectifs de 3,7 millions, correspondent à une production de logements qui est répartie entre les 25 communes, selon leurs besoins, bien sûr, et en lien avec le SCOT du Sud-Est vendéen. Alors, j'ai oublié aussi d'autres questions. Quoi veux dire de plus ? Alors. En fait, c'était parce que j'ai essayé de comprendre à travers les tableaux, mais je pense que ce n'est pas possible à partir des chiffres qu'on a, parce que j'ai étudié longuement les documents. Les 3,7 millions, quelle est la part qui revient réellement aux habitants? Voilà, entre les études et les différentes, tout ce que je vous ai... Voilà, c'est une question que je me suis posée à travers tous les tableaux que j'ai pu lire. Je ne peux pas vous le dire, mais par contre, on peut vous faire répondre. Ok. La part qui revient aux habitants, c'est-à-dire en enlevant toutes les études et tout... Oui. Parce que déjà, les études qui ont été faites pour arriver au PLH ont été énormes. Hein. Je crois qu'on avait 4 ou 5 documents. Comme toutes les études, elles ont un coût. Hein. Ce qui reviendra aux habitants concernés, si vous voulez, c'est des aides sur les économies d'énergie. Voilà. Donc, ça représente réellement, quoi, par rapport à cette enveloppe qui est conséquente, et tant mieux, mais voilà, c'est une question que je me pose. Moi, je n'ai pas d'éléments. Vous avez parlé aussi de vacances. J'aimerais vous dire que sur Fontenay-le-Comte, il s'est construit dans les dernières années beaucoup de logements neufs, ce qui a accentué bien sûr la vacance par rapport aux autres communes environnantes. Mais il y a aussi, Fontenay, il y a plus de vacances sur Fontenay que sur les autres communes, hein, Madame Moreton. Oui, mais la ville est plus importante. Non, en proportion. La vacance s'explique également. 1200 logements vacants. Oui, mais vous avez des logements qui sont maintenant surdimensionnés par rapport aux besoins de la population. Vous en avez d'autres qui ne sont pas conformes aux différentes règles donc d'accueil de personnes. Vous voyez, donc ces logements sont inoccupés. Voilà. Donc ils sont vacants. Donc il est nécessaire justement de reconstruire de nouveaux logements pour accueillir donc de nouvelles populations, sans pour autant négliger les populations résidentes à Fontenay-le-Comte. Il y a aussi des logements neufs qui sont vacants à Fontenay. Hein. Ah ben, tout le monde veut que j'intervienne. Merci, monsieur Auquebon. Oh, mais vous inquiétez. Peut-être que c'est vous qui avez rien à dire, alors. Je ne sais pas. C'est assez particulier, d'ailleurs, puisque en commission d'urbanisme, ce sont les fonctionnaires qui ont présenté le document. Vous n'avez pratiquement rien dit. Madame Moreton, rien. Donc, on peut se poser la question de savoir s'il y a un véritable portage de ce PLH au niveau de la ville. Ou au niveau des élus, tout au moins. Moi, je voudrais d'abord
Je n'ai pas encore commencé à parler, que j'entends déjà des soufflements, c'est quand même invraisemblable. Même pas. J'ai encore rien dit. Le vrai problème dans ce PLH, et c'est le problème de fond, c'est la question de l'aménagement du territoire et c'est la question de la répartition des logements sur le territoire de notre communauté de communes. On peut effectivement focaliser sur la ville de Fontenay-le-Comte, mais ça me paraît être un prisme pas suffisant, puisque justement, qui dit programme local de l'habitat dit vision territoriale. Et vision territoriale dans un schéma de cohérence territoriale, c'est-à-dire celui du SCOT. Donc c'est à cette dimension-là qu'il faut regarder le programme local de l'habitat. Et quand on voit un certain nombre de choses, on a quand même un peu froid dans le dos sur un certain nombre d'éléments. Effectivement, la vacance, qu'elle soit à Fontenay, mais qu'elle soit aussi dans d'autres territoires ou dans d'autres communes. Mais il faut avoir une lecture un peu plus précise sur cette question de la vacance, notamment sur un développement de la communauté de communes dans un axe nord-sud où effectivement le sud a tendance, et le sud lié effectivement aux zones économiques, lié au fait aussi des infrastructures routières, fait que le sud s'en sort mieux que le nord. Et que là-dessus, le PLH ne répond pas à la répartition sur le territoire et comment on fait pour un certain nombre de populations. Donc ça, c'est un élément extrêmement important à mes yeux qui montre qu'on n'a pas pris, à mon sens, mesure des enjeux d'un développement harmonieux de l'aménagement du territoire et de la répartition des habitants sur le territoire. Deuxième élément, et qui ça nécessiterait une vraie politique de rééquilibrage. En fait, ce PLH ne fait que constater et de reproduire les constats. Or, reproduire les constats, ce n'est pas faire de la politique. Reproduire les constats, c'est faire du conservatisme. Et je pense que normalement, quand on veut agir sur le territoire, eh bien, on propose un certain nombre de choses différentes. Et moi, je pense qu'il aurait dû y avoir une répartition des logements différenciée, une politique différenciée sur les territoires en fonction, effectivement, des problématiques que l'on peut trouver. Deuxième élément, la politique du logement social. 80 logements sociaux sur Fontenay-le-Comte sur 6 ans. 15 par an à peu près. Un peu moins. Sur les communes environnantes, c'est moins d'un logement par an pour les communes environnantes. Autrement dit, et là aussi on ne fait que constater et continuer la chose, c'est-à-dire que le poids du logement social est complètement pris en compte par la ville de Fontenay-le-Comte. Encore que 15 logements par an, je veux dire, on peut s'en sortir. C'est moins qu'on puisse dire, il faudra en faire beaucoup plus. Beaucoup plus. Mais ce qui est important, c'est de voir que l'offre de logement social sur les communes aux alentours n'est pas prise en compte. N'est pas prise en compte. Et ça, je trouve ça extrêmement dommageable. Alors je sais qu'on peut m'objecter qu'il y ait des problèmes de mobilité, la question des transports. Oui, très bien. Mais travaillons aussi cette question à l'échelle de l'intercommunalité, ça me paraît une très bonne réponse. Et puis il y a un autre point, c'est celui et qui est en corrélation avec la question de la réhabilitation et notamment la construction des logements. Je crois que tant qu'on n'imposera pas, et vous allez me dire, je sais, puisque j'ai entendu l'argument, vous allez me dire on ne peut pas imposer aux organismes HLM un certain nombre de choses. Je pense qu'il faut avoir justement ce courage de dire que si on veut travailler sur la vacance, alors bien sûr il y a l'OPA qui avait été mis en place, bien sûr il y a l'OPA RU qui existe aussi, bien sûr il y a la restructuration des quartiers, tout ça c'est des politiques qui ont été lancées depuis un certain nombre d'années, que vous avez continué, sur lesquelles je ne dis rien. Mais on voit bien que les organismes HLM, aujourd'hui, ne répondent pas à ce qui est la préoccupation première, c'est-à-dire la question de la réhabilitation du parc existant. Et que ça, c'est un enjeu. C'est un enjeu fondamental. Et que je sais que vous partagez mon point de vue, mais qu'effectivement, on a des difficultés. Mais quand même, on ne peut pas avoir une politique départementale, on ne peut pas avoir des SCOT et ainsi de suite,
et à un moment donné, ne pas tirer les conclusions qui s'imposent par rapport au fait que les orientations ou l'orientation majeure des organismes HLM, c'est la réhabilitation du parc existant, social de fait ou non, dans la ville. Enfin, sur la perte de population, et là c'est un élément extrêmement dramatique. Si on regarde ce qui se passe là depuis quelques années, la population s'acquiert de deux manières, par le solde migratoire et le solde démographique. Autrement dit, le solde migratoire, c'est-à-dire les personnes qui s'en vont de Fontenay et les personnes qui viennent à Fontenay. Jusqu'à maintenant, le solde migratoire avait soutenu le fait que la population, on ne perdait pas trop de population. Mais ce qui est en chute dramatique, c'est le solde démographique. Autrement dit, les naissances et les décès. Et là, on voit une inversion de la courbe qui pose un vrai problème. C'est qu'on peut mécaniquement annoncer que si on continue comme ça, on va continuer à perdre des habitants. Et qui dit perte d'habitants, dit perte de richesse, dit perte de répartition justement des impôts, ainsi de suite, une spirale infernale. Et le document ne répond pas à cette question. Le PLH ne répond pas à cette question comment faire venir de nouveaux jeunes ménages sur la ville de Fontenay-le-Comte, parce que c'est elle qui est en partie atteinte sur cette question, et que si on ne répond pas à cette question, eh bien, on passera à côté de quelque chose qui est fondamental et qui va de l'avenir de notre ville. En ce qui concerne les bailleurs sociaux, Monsieur Fourage, je voudrais vous dire que la communauté de communes met en place une convention cadre avec les différents bailleurs et le département, bien sûr, y est associé. Et cette convention va préciser le projet communautaire et les modalités d'aide. Donc les bailleurs devront respecter les objectifs de production et la répartition géographique prévue. Et d'autre part, au travers de la CIL, donc la conférence intercommunale du logement, la communauté de communes met en œuvre des règles et des processus communs dans l'attribution des logements sociaux, bien sûr, pour garantir l'équité sociale du logement et favoriser la mixité sociale. Donc, les bailleurs sociaux seront obligés de respecter cette convention cadre dans le cadre du PLH. Monsieur Bouillot a dit très justement en commission d'urbanisme l'autre jour que le document n'était pas bouclé et que par voie de conséquence, notre conseil municipal souverain pouvait se permettre de faire des propositions. Moi, je vous en fais deux. Au regard de ce que vient de dire Madame Moreton, la première, c'est que dans la convention cadre HLM, il soit indiqué que les logements financés par les HLM les organismes HLM sur le territoire de Fontenay-le-Comte concernent majoritairement des immeubles anciens. Majoritairement. Non, ce n'est pas marqué comme ça. Non. Majoritairement, et on pourrait même aller au moins jusqu'à 75-25, si vous voulez le fond de ma pensée. Et que donc, par voie de conséquence, dans cette convention cadre, on dit, 75% de la production de logements sociaux sur la ville de Fontenay-le-Comte sera à partir de la réhabilitation de logements dans la ville. Voilà une orientation qui correspondrait effectivement à la question de la vacance et de la prise en compte que l'on devrait avoir sur notre territoire. Deuxième proposition, qu'il soit étudié le fait de financer et de trouver un mécanisme de financement pour les jeunes ménages qui viennent et qui voudraient venir à Fontenay-le-Comte. On peut trouver, vous savez, il y a des procédures, il y a des terrains, il y a des façons de faire, mais qu'on ait justement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, la question de la vacance, de la réhabilitation, de l'aménagement du territoire et la question de la transition démographique, qu'on ait une réponse qui puisse s'opérer à partir justement de cette question-là.
et que dans le dispositif du PLH, puisqu'il n'est pas totalement arrêté, puisqu'on donne un avis, et donc assorti à notre avis, ces deux questions, celle des 75% sur la réhabilitation par le parc HLM, et la deuxième, c'est mettre en place un dispositif pour favoriser l'arrivée de jeunes ménages. La rénovation des logements des Moulins à Lio, Monsieur Fourage. Eh bien, on va réhabiliter une grande partie du parc des Moulins à Lio, indépendamment des déconstructions, avec reconstruction en centre-ville. Monsieur le maire, je pense que vous m'avez bien compris et que oui, vous savez très bien que ce que je disais ne concernait pas la réhabilitation des logements des Moulins à Lio, qui de toute façon une réhabilitation qui est obligatoire quelque part, qui est prévue dans la Convention. Mais vous savez très bien aussi que ce que je disais, c'était sur l'ensemble de la ville et sur la production de logements sociaux. Parce que si vous me dites qu'à un moment donné, j'avais une mauvaise pensée l'autre jour, vous savez, on est à l'ère où on fait des bilans, vous-même vous le faites. Certains avaient dit dans votre équipe qu'on ferait un certain nombre de choses dans les moulins. Je ne prendrai pas leurs propos. C'est vrai il y a des tours qui vont sans doute, on n'a pas encore vu, qui vont être détruites. Mais ça ne doit pas avoir pour objectif de diminuer l'offre de logement social. On est bien d'accord. Et donc, la reproduction ou la création de logements sociaux, elle doit se faire, à mon sens, si on veut lutter contre la vacance et aller dans le sens qu'il faudrait, eh bien, sur, effectivement, la réhabilitation des logements vacants existants dans notre ville et les transformer en logements sociaux. Bon, je vais apporter quelques réponses, si vous me le permettez. Première réponse, c'est pour Madame Chartier, puisque vous parliez des 0,3 points de croissance. Ce que je peux dire, c'est marrant parce que c'est un petit peu l'inverse en fait ce que vous dites, parce que M. Fourage nous dit tout va mal, la démographie baisse, ce qui est une réalité, effectivement, les chiffres de la croissance ne sont pas suffisamment bons, et justement parce qu'on est aussi dans un SCOT, parce que le PLH il s'inscrit dans d'autres documents qui sont effectivement la révision du PLU qu'on engage, le PLH qu'on est en train de faire, donc le SCOT il est encore au-dessus, donc on est bien dans ce SCOT, et dans ce SCOT on affiche, et c'est ce qu'on doit faire tous les élus, avoir une certaine ambition pour notre territoire, et donc il n'est pas anormal d'avoir un objectif ambitieux de croissance 0,3 points. Vous voyez, c'est pas foufou, hein. Donc c'est plutôt raisonnable, mais il n'est pas anormal de se dire qu'on peut aussi gagner des populations. On fait partie d'un territoire dynamique, on fait partie de la Vendée, on fait partie d'un pôle métropolitain. C'est pas complètement ubuesque de penser qu'on peut aussi gagner des habitants. On fait partie d'une dynamique de l'Ouest. Elle n'est pas aujourd'hui, c'est pas réel dans les chiffres, mais en tout cas, on peut avoir cette ambition. Donc on s'inscrit dans cette ambition-là. Ça, c'était la première réponse. La deuxième réponse, c'est pour M. Fourage, parce que ce qui est dommage, c'est que vous avez plein d'idées, plein d'informations, mais on ne vous a jamais vu dans les différents ateliers, donc c'est dommage, parce qu'il y avait plein d'ateliers intéressants. Ça aurait été bien que vous soyez présent, parce qu'il y a des bonnes remarques en plus, mais ça aurait été bien d'être présent. Il me semble avoir évoqué cette question-là auprès du président de la communauté de communes. À force de faire des réunions à 14 heures, effectivement, autour de cette table, vous allez finir par avoir une seule catégorie socio-professionnelle qui ne l'est plus d'ailleurs. Et donc, par voie de conséquence, non mais c'est un point important. Bien sûr. Faut-il que des retraités au sein du conseil municipal de Fontenay-le-Comte et faire des réunions à 14 heures ou faut-il ou à 13 heures comme la dernière commission culture ou à 9h30 comme la prochaine commission des sports ou mais à 9h30 mais non mais on n'a pas besoin de vous. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir qu'en mettant les commissions à ces heures-là, effectivement, vous les mettez en fonction de votre propre agenda, Monsieur Minier, pas en fonction de l'agenda de l'ensemble des conseillers municipaux. C'est pas l'objet de la question. Donc voilà. Donc Monsieur Ogbon, votre argument. C'est pas un argument, c'est factuel. Non, mais votre argument. Dommage, vous n'étiez pas là, c'est tout, c'est un constat. Oui, non, mais il est d'une facilité. Ben non, c'est la réalité. Moi aussi, vous savez, j'ai une vie professionnelle et j'étais là, voilà. Ben oui, mais parce que vous avez quelques accointances éventuellement dans l'organisation. Ah non, je vous rassure, le président m'a pas consulté pour organiser les réunions du PLH. Non, c'est vrai, ça a été fait sur le bureau d'études. Vous avez raison. Je vous rassure. Donc ça, c'était la deuxième question. La troisième, bon, moi, je partage évidemment pas ce que vous dites parce que on est toujours dans les sbroufs permanentes.
Vous avez fait un PLH. Le dernier PLH, c'est vous qui l'avez fait, c'est pas nous, c'est vous. 1 million d'euros sur le PLH l'ancien. On met 3,7 millions. Donc, il y a un moment, c'est les chiffres qui parlent, mais pas les sbroufs permanentes. C'est tout. Ça s'arrête. Non, mais ça, c'est factuel aussi. Vous voyez, vous êtes dans l'incantation permanente. Nous, on est dans les chiffres. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Le reste, c'est du flanc. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, si vous me permettez, je finis et vous répondrez. Ce que je veux vous dire, la dernière chose, c'est que le PLH, il existe. C'est un document qui existe, qu'il faut faire vivre. D'ailleurs, il est révisable, on peut le modifier, on peut continuer à faire plus, on peut faire plein de choses. Mais il a le mérite d'exister. Et le PLH, il y a NOPA qui existe, sur lequel on a un objectif très ambitieux qu'on va reconduire avec un volet renouvellement urbain. Ça veut dire qu'il insiste fortement, et c'est vous qui l'avez mis en place, et c'est très bien. Et moi, je suis capable de dire quand c'est bien et quand c'est les autres qui l'ont fait. Et c'est ce que je fais. Et donc, ce volet RU, il faut l'amplifier, il faut le continuer. On est en train de le faire avec les cabinets pour l'amplifier pour le prochain NOPA. Et il y a une dernière chose qui arrive, parce que tous ces documents qui s'imposent à nous, c'est l'ANRU. Monsieur le maire vient de le dire. Alors, vous dites des choses. Très bien. L'ANRU, c'est une chance pour la ville de Fontenay-le-Comte de pouvoir rebâtir ce quartier des Moulins-Lyon qui a besoin, qui date des années 70, qu'on va rebâtir. Et quand on rebâtit, Madame Chartier, on rebâtit, vous avez parlé de la vacance. Et vous avez raison, on a une vacance qui est très importante à Fontenay, il faut s'en occuper. Et je crois que cette municipalité n'a pas à rougir du travail qu'elle fait en matière d'habitat et de vacances. Vous savez le travail qu'on est en train de faire les îlots et que vous avez également engagé et que nous amplifions. Donc vous voyez, il n'y a pas de souci là-dessus, ça tombe bien, on est d'accord. Ce que je vais vous dire, c'est que sur le dossier de l'ANRU, on est sur 127 logements qui seront détruits au Moulin-Lyon. Quand il y en a 127 qui sont détruits, il y en aura 85 qui seront reconstruits dans le centre-ville de Fontenay-le-Comte, puisque vous savez qu'il y a un travail qui est fait sur les îlots. Donc il y a un îlot qui est Sainte-Catherine-des-Loges, le maire a pu s'exprimer à ce sujet récemment. Et on en a sur l'école Marceau-Breteau, aujourd'hui désaffectée, qui deviendra effectivement un îlot d'habitat avec une vingtaine de logements, social, mais pas que. On a un éco-quartier, parce que dans ce quartier des Moulins, il faut aussi rebâtir et donner un avenir à ce quartier. Et pouvoir y mettre un éco-quartier, puisqu'on a de la chance d'avoir du foncier disponible, c'est une chance pour le quartier également. Voilà. Et la dernière chose, c'est qu'on réhabilite. Parce qu'au Moulin, vous avez raison, c'est Vendée Habitat, mais vous avez été aussi maire de Fontenay-le-Comte. Je crois que vous n'avez pas eu beaucoup plus de pouvoir que celui-ci, que ce maire-là ou que vous, en matière de bailleur social. Malheureusement, vous voyez. Et c'est pas toujours facile. Mais le bailleur social, on peut tout lui mettre sur le dos. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a eu quelques réformes récentes sur les bailleurs. Peut-être qu'il nécessitait de le faire. Moi, je ne suis pas député, c'est pas à moi qu'il appartient de le faire. En tout cas, ça existe. Donc les bailleurs ont été un peu confrontés à quelques mouvements difficiles pour eux. Et donc, le bailleur, il investit et il va quand même réhabiliter sur les tours C, D, E, G, J, K et L, 194 logements qui seront réhabilités. Le maire l'a dit tout à l'heure, parce qu'on peut avoir des logements vacants, mais il faut surtout qu'ils soient adaptés à nos populations. Aujourd'hui, on a dans ce quartier, on a des T4 qui sont extrêmement grands, qui ne correspondent pas du tout à la demande aujourd'hui. Les gens veulent des T2, des T3, parce qu'il y a des familles recomposées, parce qu'on a des femmes ou des hommes seuls, ou célibataires avec un ou deux enfants. On n'a pas besoin de T4, donc on resserre tout ça. Voilà. Donc il y a un travail qui est fait sur différents documents. Moi, je ne partage pas votre avis, mais la démocratie, c'est ça, c'est qu'on n'est pas tous d'accord, et c'est tant mieux comme ça. Mais en tout cas, moi, je crois qu'on n'a pas à rougir du PLH qui est fait par la communauté de communes. D'ailleurs, je vous dis aussi que la communauté de communes, ce qui n'était pas le cas avant, va participer au financement de l'ANRU à hauteur de 400 000 €. Ce n'était pas le cas. Sur le million de déficit qui sera proposé, il y a 1 million de déficit sur le cadre de l'ANRU. La ville mettra 600 000 € et la communauté en mettra 400 000. Ce n'était pas le cas avant non plus. Donc, il y a aussi un changement d'attitude. Je pense que la communauté est aussi autour de la table, est partenaire du PLH, et c'est très bien comme ça. Voilà. J'ai quelque chose d'important à dire, d'être positif. Je peux parler ? Je voudrais juste dire qu'il faut être positif. Donc, il y a des bonnes idées, à savoir que sur le cœur de ville, faire en sorte que les bailleurs... J'ai entendu l'idée que les bailleurs sociaux réhabilitent, rénovent des logements et que les particuliers, donc les familles qui s'installent sur le cœur de ville, ont besoin... C'est ce qu'on s'est dit à la communauté de communes, en profitant du nouveau PLH et de la nouvelle OPA, ont besoin d'être aidés financièrement. Donc il va y avoir, en même temps que le lancement du PLH et de l'OPA, une plateforme territoriale de rénovation énergétique de l'habitat. Et ça, c'est très important, parce que c'est plus simplement les propriétaires occupants aux ressources modestes qui auront des subventions pour rénover leur habitation. C'est absolument tous les propriétaires, sans condition de revenu, pour une rénovation énergétique des logements. Et ça, c'est très important pour faire revenir les habitants dans le cœur de ville, parce que si on les aide financièrement déjà pour rénover, alors ça ne fait pas tout, mais c'est un outil parmi tant d'autres,
pour faire revenir des gens dans le centre-ville sont les aides financièrement. Donc ça a été voté en bureau du 2 septembre, si vous regardez les comptes rendus de bureau à la communauté de communes. Ça sera valable sur l'ensemble du territoire de Pays de Fontenay-Vendée. Et je pense que c'est un très bon outil pour faire en sorte que les gens rénovent des logements plutôt que de construire du neuf. Voilà, et c'est uniquement sur la rénovation et pas sur le neuf. Donc ça, c'est très important. Je voulais le dire, c'est positif. Voilà, il s'agit de faire pour le territoire. Et juste pour compléter ce que dit Stéphane, ce qui est nouveau aussi, ce qu'on n'avait pas, c'est qu'on aura un observatoire du foncier, parce qu'il faut le préserver. Ça, c'est quelque chose de nouveau qui n'existait pas. Et puis, il y a un observatoire de la vacance. Ça n'existait pas, et il faut effectivement le mettre en place. Voilà. J'ai une petite remarque par rapport aux chiffres, Monsieur Ogbon. En fait, effectivement, il y a deux chiffres par rapport à l'augmentation, mais le chiffre qu'avait retenu pourtant à la communauté de communes, c'était 0,1. Mais les chiffres, c'est par rapport au SCOT, effectivement. Mais ce n'était pas le choix de la communauté de communes. Voilà, mais... C'est dans un sens donner des orientations. Le SCOT, c'est le pays de la Châtaigneraie et le pays de Vendée-Sèvres-Authise aussi. Oui, mais enfin, je trouve dommage en fait que ce soit ces chiffres-là qui prédominent sur les besoins réels d'un secteur. Voilà. Bon, nous allons passer au vote. C'est un avis. Oui, l'avis, il a été donné. Hein. J'ai enregistré les souhaits de M. Fourage. Non? Oui. 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 Ben oui. Alors donc, qui est favorable donc à ce rapport? Favorable, oui. On doit donner un avis. C'est bon? Ah, oui, le pouvoir. Les pouvoirs sont comptés. Oui, c'est bon. Ensuite, tu fais l'autre rapport. Donc, point suivant. Pardon. Qui est contre? Qui est défavorable? Il n'y a que 2 avis. Il y a 3 avis. Abstention. C'est un vote. Oui, c'est un avis. Avis favorable, avis défavorable. Alors, qui est défavorable? Demande qui est défavorable. Vous abstenir sur l'avis favorable. Non mais, attendez. Moi, je m'abstiens personnellement. Vous vous abstenez et vous également. Très bien. Donc l'opposition s'abstient sur l'avis que l'on doit donner à ce PLH. Oui. D'accord. C'est compliqué. Vous êtes défavorable à l'avis favorable. Approbation du rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées. Donc la communauté de communes nous a envoyé, comme tous les ans, un document. Je vous passe tout le baratin qu'il y a dans le projet de délibération, qui n'est que le rappel des conditions de fonctionnement de la CLECT. Le fond de l'affaire, il s'agit de prendre en compte le fait que cette année, comme les années précédentes, la communauté de communes abandonne sa part du fonds de péréquation intercommunale et communale, le FPIC, abandonne aux communes à la condition de récupérer le même montant sur les attributions de compensation. C'est donc une opération neutre financièrement qui n'a comme objectif que le fait d'augmenter le coefficient d'intégration fiscale de la communauté de communes et donc sa DGF potentielle. Donc nous avons l'habitude de voter ça depuis 3 ans désormais et donc il vous est proposé d'adopter les nouveaux montants qui sont proposés, qui prennent en compte le fait que la communauté de communes abandonne à la ville de Fontenay 151 843 €
que nous percevrons sur la ligne du fonds de péréquation et que, par conséquent, on retire de nos attributions de compensation. Élément supplémentaire cette année, c'est que la communauté de communes intègre dans le versement à la ville la somme de 143 517 € qui représente la participation que la communauté a accepté d'apporter au fonctionnement de l'école de musique en attendant son transfert. Voilà, donc il vous est proposé d'adopter le rapport de la communauté de communes sur les nouvelles attributions de compensation pour l'année 2019. Le chiffre. Alors, le chiffre, attends, j'ai plus... Mon truc s'est effacé. 4 millions. Vous voulez remettre le tableau Oui. Bon. Eh bien, j'attendais, j'y arrive. Si vous voulez bien patienter. Donc, nous avons une attribution de compensation de 4 387 479, qui est le fruit des opérations que je vous indiquais précédemment. Y a-t-il des observations sur cette délibération? Non. Bon, nous allons passer au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté. Merci beaucoup. Donc, l'ordre du jour... Vas-y. Alors, Madame Gaillard. Point numéro 4, fiscalité, taxe sur les friches commerciales. Donc on propose la liste pour l'année 2020. Donc, peuvent être imposés à la taxe annuelle sur les friches commerciales les biens qui ne sont plus affectés à une activité soumise à cotisation foncière des entreprises, le CFE, depuis au moins 2 ans au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont restés inoccupés pendant cette période. Pour notre exemple, un local commercial qui n'est pas exploité depuis le 1er janvier 2017 devient donc imposable au 1er janvier 2019. La vacance de locaux est en effet préjudiciable à la dynamique commerciale de la ville. Le taux de vacance reste modéré sur Fontenay-le-Comte, 8,5 contre une moyenne de 12,5 pour les villes de même strate à l'échelle nationale. Cependant, on peut constater des inadéquations entre les loyers pratiqués par les propriétaires sur certains locaux commerciaux et sur le prix réel du marché. Donc l'instauration de cette taxe a pour objectif de faciliter le turnover, d'éviter les friches, mais également d'inciter les propriétaires à louer, à vendre ou à transformer l'usage de leurs biens commerciaux vides depuis trop longtemps. La mise en place de la taxe sur les friches commerciales constitue donc un levier d'action pour protéger à la fois la diversité commerciale ainsi que notre cadre de vie. La liste des biens joints en annexe est issue d'un fichier de base transmis initialement par les services fiscaux, en l'occurrence la DGFiP, fichier sur lequel nous avons effectué un recoupement terrain nous permettant d'affiner le nombre de biens taxables. Il est donc proposé au conseil municipal d'arrêter la liste des adresses des biens susceptibles d'être concernés par la taxe sur les friches commerciales pour l'année fiscale 2020, donc jointe en annexe, et d'autoriser Monsieur le maire à communiquer la liste des biens imposables aux services fiscaux. Monsieur Naudet. Vous avez réglé les problèmes avec les impôts, parce que pour prendre la même chose, je dirais que alors, autant s'abstenir. On a demandé aux impôts, enfin le récapitulatif des recettes, parce qu'il se passe bien des choses. Hein. Il y a quand même des propriétaires qui reçoivent cette taxe parce qu'ils viennent nous solliciter, ils ne comprennent pas forcément. Donc il se passe quelque chose. Après, ce qu'on n'arrive pas à obtenir, c'est le montant des recettes pour l'instant. Donc on espère pouvoir l'avoir pour d'ici la fin de l'année, parce qu'à force de réclamer, on va sûrement l'obtenir. Mais il se passe quelque chose. Les personnes reçoivent bien cette nouvelle taxe et demandent après au service des impôts des explications, ils transforment, ils étaient en locaux commerciaux qui n'ont plus d'intérêt, donc ils transforment en habitat. Enfin voilà, il y a une actualisation qui se fait et on aimerait bien avoir le récapitulatif des impôts, mais il se passe quelque chose.
polémique. Bon, donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté. Merci. Donc l'ensemble des points étant épuisés, nous allons lever donc cette séance. Et il faut signer le PV et vous inviter à venir signer le PV.